Président Morandi, je voulais commencer tout de suite par la situation. Vous avez en fait été pris pour cible par une organisation douteuse sur X qui avait un partenariat rémunéré. Ils ont réussi à faire de la publicité pour une prime sur votre tête. Je me suis renseigné sur cette organisation appelée Terror Alarm. Elle est très peu transparente, mais certains ont montré qu'elle était à la fois liée à l'Ukraine et à Israël, sans grande surprise. Les dangers sont très réels en Iran en ce moment, mais la guerre évolue également dans une direction très particulière. Oui, le message est toujours là, et ils rassemblent de l'argent pour faire je ne sais quoi contre moi. Mais que peut-on attendre d'autre dans le monde d'aujourd'hui? Quand les États-Unis soutiennent ouvertement un génocide à Gaza, aident le régime israélien à commettre des massacres au Liban, mènent guerre après guerre contre l'Iran, sans provocation, et massacrent des femmes et des enfants. Ils visent des écoles, tuent des centaines de petits-enfants dans une école primaire. Et ce n'était pas une erreur, c'était la première vague d'attaques. Ces protestations, les premières cibles sont toujours soigneusement planifiées. Peut-être qu'après 2 ou 3 semaines, un officier serait sous pression pour trouver de nouvelles cibles et ferait une erreur. Mais là, ce n'en était pas une. C'était destiné à frapper là où ça fait mal. Et pourquoi cela serait-il une erreur? Ils bombardent des hôpitaux. Ils ont bombardé d'autres écoles. Ils ont bombardé des ambulances sur les autoroutes. Ils ont bombardé des gymnases où de jeunes femmes jouaient au volley-ball. Et ils les ont massacrés aussi. Ils ont bombardé des stades. Ils ont bombardé des places à Téhéran. Aujourd'hui, c'était le Nouvel An en Iran, et alors que les gens étaient dans les rues pour célébrer, ils les ont bombardés. Ils ont bombardé des manifestations contre la guerre, en soutien aux forces armées et aux dirigeants, vendredi, où j'étais présent. Et ils ont assassiné une femme. Ils bombardent les protestations, ils bombardent les manifestations, et les médias occidentaux détournent le regard. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Je ne pense pas qu'une telle chose soit déjà arrivée. Ils ont bombardé un enterrement à Hamadan il y a quelques jours. La nuit dernière, ils ont bombardé un rassemblement de personnes, un très grand rassemblement, dans la ville d'Anzali. Voilà la dystopie que les régimes occidentaux ont imposée au monde. Alors pourquoi ne me prendrait-il pas pour cible? Pourquoi X ne les aiderait-il pas à me viser? Mais tout comme le peuple iranien ne se laisse pas intimider et tient bon, et nous avons vu des images d'Iraniens dans les rues, manifestant, des missiles tombant, et ils tiennent toujours bon. Ils ne cèdent pas à Téhéran ni ailleurs. Alors comment pourrais-je agir autrement? Nous devons faire ce que nous devons faire, quelles qu'en soient les conséquences. Et je continuerai à donner mon opinion et à exposer les faits jusqu'à la fin de la guerre, en supposant que je sois encore en vie. Les masques sont tombés. Je pense que partout dans le monde, dans la majorité mondiale, les gens voient ce qu'est réellement l'Occident. Ils voient que c'est la classe Epstein. Ils voient que la classe Epstein dirige vraiment tout. Les médias, qu'il s'agisse de la soi-disant gauche, de la droite ou des libéraux, les médias dominants leur appartiennent. Ils appartiennent aux sionistes et à l'oligarchie, tout comme le gouvernement. Donc c'est une bonne chose, je pense. C'est une bonne chose que les gens voient la réalité. Nous ne vivons plus dans un environnement où beaucoup restent ignorants et d'autres naïfs, leur permettant de manipuler l'opinion publique. Les seules personnes qu'ils peuvent encore manipuler se trouvent pour la plupart en Occident. Et même cela devient de plus en plus difficile. De nombreux rapports font état d'une invasion imminente de l'Iran par les États-Unis. Des préparatifs détaillés sont en cours pour déployer des forces terrestres américaines. 2 MEU, unités expéditionnaires des marines, sont actuellement en route depuis différentes régions du monde,
San Diego et le Japon, ou plutôt Okinawa. Et des plans sont à l'étude. Professeur Ryan, j'aimerais connaître votre réaction à ce sujet pour imposer un blocus de l'île de Kharg, afin de faire pression pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, ce qui impliquerait qu'il devrait occuper l'île de Kharg par une opération militaire. Eh bien, une escalade signifierait essentiellement que les installations pétrolières et gazières, l'infrastructure à travers le golfe Persique, l'Asie occidentale et le Caucase seraient détruites. Nous avons déjà vu, il y a quelques jours, que le régime israélien, en pleine coordination, a attaqué les infrastructures gazières vitales de l'Iran. L'Iran a riposté très durement. L'Iran avait dit qu'il le ferait dès le premier jour, et cela a forcé Trump à reculer pour le moment. Il a fait semblant de ne pas être au courant, ou peut-être qu'il ne l'était vraiment pas, car il est totalement ignorant. Mais il a dit que le régime israélien ne ferait plus cela. Il a compris que les Iraniens étaient tout à fait sérieux. Au cours des 3 dernières semaines, ils n'ont pas réussi à arrêter les missiles ou les drones iraniens. Ils n'ont touché aucune des bases souterraines de missiles ou de drones de l'Iran, ni les usines qui les produisent. Le peuple iranien est résilient. Il est dans les rues chaque nuit. Alors, comment vont-ils vaincre l'Iran? L'Iran a montré qu'il en était capable, qu'il était uni et qu'il prenait ses menaces au sérieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont détruit une partie importante des installations gazières au Qatar à cause des bases situées dans ce pays et parce que les infrastructures gazières vitales de l'Iran ont été visées. Donc Trump sait que l'Iran est sérieux. S'ils envoient des troupes, cette escalade provoquera une destruction bien plus grande. Ce sera un échec. En fin de compte, les États-Unis échoueront dans cette guerre. Le régime israélien échouera dans cette guerre. Plus elle durera, plus ce sera néfaste pour l'économie mondiale. Et je pense que ce sera catastrophique pour le peuple américain. Je veux dire, les Iraniens souffriront, mais nous sommes des victimes. Nous nous défendons. C'est une guerre pour la survie et nous ferons en sorte que notre ennemi soit vaincu. Qu'est-ce qui explique cette obsession pour l'île de Kharg, professeur Morandi? L'administration Trump et les grands médias occidentaux en parlent comme du joyau de la couronne des exportations pétrolières de l'Iran. Ils la décrivent presque comme un échec et mat. Si les États-Unis occupent l'île de Kharg, s'ils la prennent, alors le détroit d'Ormuz devra rouvrir, car l'Iran ne pourra plus exercer d'influence sur cette voie maritime essentielle. Quelle est votre réaction à cela? Car il s'agirait d'une opération très risquée et périlleuse, qui entraînerait des pertes. Mais en même temps, il semble que l'administration Trump affirme que l'importance stratégique de l'île de Kharg l'emporte, faute de meilleurs mots, sur toute autre considération. C'est l'île de Kharg. Elle ne possède en réalité aucun gisement de pétrole. C'est simplement l'endroit où le pétrole est acheminé pour être chargé sur des navires, sur des pétroliers. Mais plusieurs points sont importants. Tout d'abord, si les exportations de pétrole de l'Iran sont interrompues, cela ne ferait qu'aggraver la crise, car les autres n'auraient plus accès au pétrole iranien. Ce n'est qu'un lieu de chargement du pétrole sur les navires. Donc, si l'on coupe les exportations iraniennes, cela ne fera qu'ajouter à la crise. Les exportations de pétrole de l'Iran sont bien sûr beaucoup plus faibles que celles des dictatures familiales arabes de l'autre côté du golfe Persique en raison des sanctions imposées depuis toutes ces années. Mais si les exportations iraniennes sont coupées, la situation ne pourra qu'empirer. Et l'Iran a été sanctionné pendant toutes ces années. Nous avons traversé des périodes où nous n'exportions presque rien à cause des sanctions de pression maximale. Nous avons déjà connu cela. Nous pouvons encaisser le choc bien plus facilement
que les Européens et les Américains. Lorsque les Européens et les Américains découvriront que le prix de l'énergie a explosé et que cela a été fait par Trump pour rien, simplement pour Israël, pour les sionistes génocidaires qui massacrent les Palestiniens à Gaza et les Libanais à Beyrouth et ailleurs, je ne pense pas que ça se terminera bien aux États-Unis. Je pense que cela va y créer de l'instabilité politique. Ainsi, la capacité de l'Iran à supporter la douleur est bien plus grande que celle des États-Unis, d'autant plus que nous sommes la victime. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons pas envahi les États-Unis. Nous n'avons jamais menacé les États-Unis. Et bien sûr, la démission de Joe Kent prouve essentiellement que tout ce que disait l'Iran était vrai. L'Iran ne cherchait pas à se doter d'une arme nucléaire. L'Iran ne représentait pas une menace pour les États-Unis. Cette guerre a été menée pour satisfaire le régime israélien et pour contenter l'oligarchie et le lobby sioniste aux États-Unis. C'est ce que nous savions tous. Mais maintenant, quelqu'un de l'intérieur, tout près du sommet, et associé à Trump, l'a reconnu. Il semble que les États-Unis et Israël, nous avons vu Benjamin Netanyahou, je crois, apparemment, il semble qu'il était en direct lors d'une conférence de presse. De plus, les réseaux sociaux s'enflamment toujours au sujet de son emplacement et de son statut. Je pense que cela en dit long sur la perception qu'ont les gens d'Israël à ce stade. Mais plus précisément, professeur Moradi, Israël et les États-Unis poussent à une nouvelle escalade. Je me demande donc, pourquoi faire cela si, comme le dit Donald Trump, tout a été militairement détruit? Il le répète presque chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Il affirme que les défenses aériennes de l'Iran sont détruites, que les systèmes de missiles iraniens sont détruits, que l'armée a été affaiblie. Et bien sûr, ils ont décapité et frappé des dirigeants, tué des responsables. Mais alors, pourquoi faire cela? Et que pensez-vous de la manière dont la guerre s'est déroulée jusqu'à présent, étant donné que les États-Unis et Israël choisissent maintenant cette voie d'une escalade potentiellement, et même certainement, catastrophique? Parce qu'ils ont perdu la guerre, parce qu'ils mentent. La marine iranienne, les moyens navals réellement utiles pour la guerre, sont tous dans des tunnels, profondément enfouis sous terre le long de la côte du golfe Persique et du golfe d'Oman, en attente du moment d'attaquer. Ces vedettes rapides sont équipées de missiles anti-navires, missiles mer-sol, missiles mer-mer. Elles disposent de tout ce dont elles ont besoin pour détruire leurs adversaires. La marine est donc bel et bien là. Les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre les capacités de missiles et de drones de l'Iran. L'Iran frappe les actifs américains sur tous les fronts. C'est pourquoi le prix de l'énergie a tellement augmenté, parce que les États-Unis sont incapables d'arrêter l'Iran. Ils ne peuvent pas stopper ces missiles ni ces drones, et le régime israélien n'y parvient pas non plus. Souvenez-vous, pendant les premiers jours, ils n'ont cessé de mentir en disant que l'Iran était à court de missiles. Il manque de drones, il manque de lanceurs. Nous avons tout détruit, c'était il y a 3 semaines. Et pourtant, les frappes iraniennes deviennent chaque jour plus fortes et plus dévastatrices, surtout ces derniers jours. On observe de moins en moins d'activités antimissiles partout, car ces systèmes ont été anéantis. Donc, la situation n'évolue pas bien et Trump est désespéré. Mais au lieu de faire preuve d'intelligence, s'en aller et prétendre qu'il a gagné, comme il l'a fait avec le Yémen, souvenez-vous, il a mené une guerre de 7 semaines contre le peuple yéménite. Et il a commis toutes sortes d'atrocités. Et Hegseth, comme lui, ne cessait de proclamer de grandes victoires, affirmant qu'il massacrait tout le monde et vainquait l'ennemi, que l'ennemi était à genoux. Puis, après 7 semaines, Trump a déclaré qu'ils avaient capitulé et s'en est allé. C'est lui qui avait capitulé. Mais cette guerre est différente. Les capacités de l'Iran sont infiniment supérieures.
Et d'ailleurs, le Yémen va bientôt entrer en guerre lui aussi. L'Iran n'a pas intensifié le conflit. L'immense majorité des ressources iraniennes n'a pas encore été utilisée. Sa technologie la plus récente n'a pas encore été employée. Toi et moi, nous en avons parlé de nombreuses fois. Ce n'est rien de nouveau. N'importe qui peut revenir à nos discussions de l'année dernière ou d'il y a quelques mois, peut-être même d'il y a 2 ans. Et j'ai toujours dit la même chose. Tout ce qui se passe maintenant, je l'ai expliqué en détail à plusieurs reprises dans ton émission. Donc, il n'y a aucune surprise. Il est clair que les capacités iraniennes sont bien supérieures à ce qu'elles utilisent actuellement. Et la résistance en Irak, leurs capacités sont également bien supérieures à ce qu'ils utilisent maintenant. L'échelle de l'escalade est quelque chose que nous utiliserons avec sagesse. Mais l'Iran et l'axe de la résistance peuvent aller bien plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Si le Yémen entre en guerre maintenant, s'ils s'en prennent aux principaux actifs et installations saoudiens, ferme la mer Rouge, et que la résistance irakienne étend ses opérations en détruisant des actifs américains dans le nord de l'Irak et peut-être même en prenant le Koweït. Et ensuite, si l'Iran commence à tirer ses armes les plus avancées et que les États-Unis tentent de prendre cette île qui est plate, les Iraniens la martèleront encore et encore, tuant de plus en plus d'Américains. Et que se passera-t-il pendant tout cela? L'économie mondiale s'effondrera et le monde saura qui en est responsable. On dira que c'était Donald Trump, mais plus important encore, que tout cela était à cause du sionisme. Et qui sont les sionistes? Ce sont les maniaques génocidaires qui massacrent à Gaza, les maniaques génocidaires qui bombardent des immeubles au Liban. Et les journalistes occidentaux basés au Liban appellent ces zones des bastions du Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fantassins de la classe Epstein, trop lâches pour dire la vérité, à savoir qu'ils ne font que massacrer des civils. Ainsi, tandis que les médias occidentaux essaient de faire croire que tout se passe bien, si tout allait vraiment bien, Trump n'aurait pas besoin de tous ces pays pour le rejoindre et l'aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Si l'Iran était anéanti, détruit, en train de s'effondrer, alors pourquoi est-il si en colère? Pourquoi a-t-il besoin de plus de troupes? Il est évident qu'il a perdu la guerre et qu'il continuera à la perdre. Il s'enfonce de plus en plus dans un trou et cela ne finira pas bien pour lui. Cela ne finira pas bien pour le monde, mais cela ne finira pas bien pour lui. Et cela ne finira pas bien pour le sionisme, parce que le monde sait qui est derrière tout cela. Eh bien, Donald Trump vient tout juste de s'en prendre violemment à l'OTAN, la qualifiant de tigre de papier. Et ironiquement, cela inclut les États-Unis, étant donné que, comme il l'a également affirmé, l'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Mais il est devenu très en colère face au fait qu'aucun autre pays ne se rallie à son objectif global d'ouvrir, soi-disant, le détroit d'Ormuz, ce qui, à mon avis, relève aujourd'hui du fantasme, étant donné que beaucoup de ce que l'Iran a déjà fait semble irréversible, à moins que l'Iran ne décide de changer de cap. Mais une grande partie de ce que nous avons observé, je pense, montre que les capacités de l'Iran, même si elles étaient plus modestes ou limitées, suffiraient encore à fermer efficacement le détroit. C'est donc un gros problème en ce moment, professeur Morandi. Et puis, il y a des rapports, je ne sais pas si vous les avez vus, affirmant que les tirs de missiles menés par l'Iran contre Israël provoquent une calamité sociale. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas dormi depuis des jours, car elles entendent sans cesse les sirènes retentir, toutes les quelques heures, voire plus souvent. Les rapports indiquent que l'Iran augmente en réalité le volume de ses frappes de manière constante, et il est évident qu'il y a une stratégie derrière cela.
Pouvez-vous commenter ce point? Parce que de nombreux rapports en Occident ont affirmé que les capacités de l'Iran avaient été, comme vous l'avez noté, éradiquées. Mais de plus en plus de gens se rendent compte que l'Iran a encore beaucoup de ressources et qu'il met en œuvre un plan. Et je ne pense pas que les États-Unis et Israël y étaient préparés. Quelques points, Danny. Tout d'abord, rouvrir le détroit d'Ormuz, même si c'était possible, et je ne pense pas que les Américains en soient capables. Mais même si c'était possible, s'il n'y a plus de pétrole, ni de gaz, si les infrastructures ont été détruites, s'il n'y a plus de pétroliers, à quoi bon? S'ils prennent l'île de Karg et que tout est détruit, quelle victoire y a-t-il alors? Les Américains devront se retirer, non seulement de cette région, mais du monde entier, car l'économie s'effondrera. Toutes ces centaines de bases devront être vidées. Je pense qu'un grand nombre de soldats à travers le monde se retrouveront bloqués, car les États-Unis n'auront tout simplement plus la capacité de les rapatrier. Je ne pense pas que Trump et son entourage comprennent vraiment ce que signifierait un effondrement économique mondial. Je ne crois pas qu'ils saisissent pleinement ce qui est en jeu ici, surtout à un moment où l'économie mondiale ne se porte pas bien du tout. Les gens disent depuis un certain temps que nous sommes au seuil, que l'économie mondiale est au seuil, d'une catastrophe de toute façon, même avant cette crise, avant que le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. Cela mis à part, et bien sûr, le Caucase ne restera pas non plus capable d'exporter du pétrole ou du gaz si la situation s'aggrave. Mais tout cela mis de côté, je pense que si l'on regarde la situation actuelle en Irak, si l'on regarde la situation au Yémen, si l'on regarde la situation à travers l'Asie de l'Ouest, dans toute la région, les gens sont indignés. Et pour la première fois, ils voient l'Empire être puni. Personne, à part ces élites corrompues, n'éprouve de sympathie pour le Qatar. Personne n'éprouve de sympathie pour le régime saoudien ou les Émirats arabes unis, malgré la propagande de leurs médias. Les gens ne les aiment pas. Les gens les détestent. Les gens les voient tels qu'ils sont. Les gens voient leurs déclarations, celles qu'Erdogan, Sisi, Abdallah et ces dictateurs du Golfe Persique ont rédigées contre l'Iran, sans même condamner la guerre menée par les régimes américains et israéliens. Et ils ont condamné l'Iran pour avoir frappé des intérêts américains dans ces régimes, alors même que leur territoire est utilisé contre l'Iran. Ils tirent des missiles HIMARS. Leurs avions décollent de ces zones. Leurs bases sont utilisées contre l'Iran. Ils mènent la guerre contre l'Iran. Ils font partie de l'effort de guerre. Dire qu'ils sont neutres est une insulte à notre intelligence. Et les Iraniens, en réalité, se montrent très, très sages et humains. Quand on frappe l'Iran, personne n'est prévenu à l'avance de ce qui va se passer. Quand les bombardements commencent, nous restons chez nous, au travail, où que nous soyons, à attendre de voir si nous allons être tués ou non. Mais lorsque les Iraniens ont riposté contre le Qatar et les Émirats, ils ont prévenu tout le monde de quitter ces zones. Oui, ils ont même publié le plan complet, indiquant où ils allaient réellement frapper. Et de nombreux Iraniens étaient mécontents. Ils disaient, eh bien, cela va les aider à abattre des drones et des missiles. Mais les Iraniens l'ont fait quand même, et ils ont réussi à détruire tout ce qu'ils voulaient détruire. Ainsi, la région a changé. Les gens voient les États-Unis, le régime Trump, comme vulnérables, incapables de gagner une guerre contre l'Iran et l'axe de la résistance. Et c'est quelque chose que les peuples du Sud global constatent également. Les gens voient que l'empereur n'a en réalité pas de vêtements. L'empereur n'est pas cette puissance que personne ne peut affronter ni défier.
c'est en réalité très vulnérable et faible, et cela aura d'énormes répercussions. Encore une fois, cela sans même aborder la question de l'effondrement économique, car lorsque celui-ci surviendra, il aura des conséquences dépassant tout ce que l'on peut imaginer. Des dizaines de millions de personnes, voire davantage, seront en mouvement, depuis l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, et elles se dirigeront vers des endroits qui s'effondrent eux-mêmes. Voilà ce que signifie un effondrement économique. Nulle part ne sera épargné, mais tout le monde saura qui blâmer. Comment Trump s'en est pris à ses alliés? Ce que cela révèle. Cela montre simplement à quel point il est faible. Cela montre simplement à quel point il a échoué. Et cela montre simplement que soit les services de renseignement américains, sionistes et du Mossad sont surestimés, soit que les gens autour de Trump lui mentent, ou que Trump ment. Tout cela était prévisible. Toi et moi en avons discuté depuis quelques années. Ton public le sait très bien. Tout le monde peut revoir nos discussions d'il y a plusieurs mois et nous avons tout passé en revue. Il était évident que cela arriverait. Il était évident que les États-Unis échoueraient. Mais chaque fois que je disais cela, ces journalistes occidentaux grand public et ces experts de think tank me traitaient de porte-parole du régime. Ils s'arrachent encore les cheveux à cause de vous, professeur Hamdi. Vous êtes maintenant une cible, d'après ces entités de l'ombre israélo-ukrainienne sionistes. Vous savez, parce que vous êtes passé dans les médias grand public au Royaume-Uni et ailleurs. Je sais que vous êtes aussi apparu, je crois récemment sur Newsmax, et ils continuent de s'arracher les cheveux chaque fois que vous parlez, malgré le fait qu'en réalité, les gens partagent ce que vous aviez dit en 2024, littéralement exactement ce que l'Iran allait faire. Non pas parce que vous aviez des informations privilégiées, mais parce que vous suiviez déjà ce que l'Iran faisait. Tu as suivi ce que disait l'Iran. Tu sais, Ray McGovern, un ami de cette émission, dit souvent que lorsqu'il était analyste à la CIA et qu'il faisait des briefings au président, il lui disait « Hey, et si tu lisais ce que dit l'Union soviétique sur les choses, tu apprendrais peut-être quelque chose. » Et c'est un peu ce que tu fais. Et pourtant, ils ont encore du mal à croire que ce que tu disais déjà en 2024, oui, dans cette émission sur Sky News, les a rendus fous. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement ce que tu avais dit. J'ai en fait dit cela avant le COVID. Je l'ai dit une fois sur Press TV, et cela est devenu quelque peu viral il y a quelques années. Les gens du Golfe Persique disaient « Eh bien, pourquoi l'Iran ferait-il cela ?» Et j'ai répondu « Eh bien, si vous attaquez l'Iran, si les États-Unis attaquent l'Iran, avec toutes ces bases dans le Golfe Persique que vous leur avez données et que vous financez, ce n'est pas seulement qu'ils ne payent pas pour ces bases. On leur donne le terrain et tous les coûts sont couverts par les Qataris et d'autres. Ils leur ont même permis, pendant la guerre de 12 jours, d'utiliser ces bases pour aider le régime israélien. Tout comme la Turquie l'a fait aussi. Les drones qui ont tué le général Soleimani venaient de Doha, du Qatar, de la base américaine qui s'y trouve. Ils ont décollé de là pour aller en Irak et l'ont assassiné. Donc ce qu'ils font à l'Iran n'a rien de nouveau. Les Iraniens ont toléré cela. Dans les années 1980, lorsque l'Occident a encouragé Saddam Hussein à envahir l'Iran, il lui a fourni des armes chimiques, surtout les Allemands. Mais c'est bien l'Occident collectif qui était derrière tout cela. Ces dictatures familiales arabes lui ont alors donné entre 200 et 250 milliards de dollars, à une époque où le dollar valait bien plus qu'aujourd'hui. Mais après la fin de la guerre, l'Iran leur a pardonné. Quand Saddam est entré au Koweït, ils ont changé de politique. L'Iran leur a encore pardonné. Prenons le cas du Qatar, qui a soutenu Daesh et Al-Qaïda en Syrie et appuyé le génocide saoudien au Yémen aux côtés d'Erdogan. Erdogan a soutenu le génocide au Yémen et il a soutenu Daesh et Al-Qaïda en Syrie.
Et bien sûr, nous voyons maintenant Joe Kent affirmer que tout cela a été orchestré par les Américains. Daesh, Al-Qaïda, tout cela, c'était notre affaire. Et le général Soleimani les combattait. Les choses ont dégénéré. Et fait intéressant, Kent remercie encore Trump d'avoir assassiné le général Soleimani. Aucun sens moral là-dedans. Mais le fait est que le Qatar a soutenu le génocide au Yémen. Ils ont soutenu ces monstres génocidaires en Syrie, ce qui a grandement profité au Qatar et à Erdogan, et, par ricochet, au régime israélien. La trahison est tout simplement incroyable. Mais lorsque les Saoudiens et les Émiratis se sont retournés contre le Qatar, l'Iran l'a sauvé, sans obtenir de concessions, sans dire « D'accord, vous devez faire ceci pour nous, vous devez nous donner cela ». Rien. Et ensuite, après la guerre de 12 jours, l'Iran ne s'en est pas pris à eux. Après l'assassinat du général Soleimani, l'Iran n'a rien fait. Mais maintenant, ce ne sera plus pareil. L'Iran n'acceptera plus, à l'avenir, que ces régimes, s'ils survivent, se comportent comme ils l'ont fait au cours des 47 dernières années. Non, et les résultats sont déjà là. Je veux dire, en à peine 24 heures, moins de 24 heures, l'Iran a essentiellement paralysé la capacité du Qatar à pomper du gaz pour des années. Qatar Energy a été touché, et certains analystes affirment qu'il faudra des mois, rien que pour la remettre en état de fonctionnement, puis de 3 à 5 ans pour qu'elle retrouve son niveau d'activité d'avant la guerre. It's an effect note wrote to your iceberg thing. Juste la partie émergée de l'iceberg, exactement. Donc si les Américains étendent la guerre, s'ils essayent de prendre le territoire iranien, l'Iran peut tout anéantir. Et voilà, c'est fini. Ils n'auront alors plus besoin de ce commerce d'hormones, et l'économie américaine s'effondrera. Les forces armées américaines s'effondreront. Mais Trump, que ce soit parce que je ne sais pas ce qu'ils ont contre lui, ce qu'il a fait à des petites filles, ou si c'est Myriam Adelson, ou l'argent, ou son gendre, ou sa fille, ou s'ils l'ont convaincu qu'il est... Je ne sais pas quel rôle il jouait autrefois. Je n'en ai aucune idée. C'est peut-être une combinaison de tout cela. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans l'esprit de ce fou, l'esprit dérangé de cet imbécile. Mais il pousse le monde vers la catastrophe. Et beaucoup de gens, Danny, disent « Laisse-le faire ». Laisse-le faire. Le système est tellement corrompu que des gens partout dans le monde, on peut le voir sur les réseaux sociaux, dans leurs réactions à certaines de mes interviews, et je suis sûr que c'est pareil pour d'autres, disent qu'il s'effondre. Ce système est tellement en faillite, tellement horrible. Personnellement, je ne veux pas voir l'économie mondiale s'effondrer, parce que des gens mourraient de faim partout dans le monde. Mais je comprends pourquoi certains le disent. Des gens en Iran et ailleurs dans le monde disent « Regardez, ce système que l'Occident a créé est tellement atroce, tellement injuste, tellement corrompu, tellement, tu sais, tout est entre les mains du clan Epstein. » Je comprends pourquoi ils voudraient, ou du moins seraient prêts, à accepter un effondrement. Je comprends pourquoi ils diraient cela. Évidemment, il existe des intérêts américains à tenter d'affaiblir et de détruire l'Iran. Nous en avons parlé ensemble et nous l'avons abordé séparément depuis si longtemps. Il n'y a aucun intérêt américain. Il n'y a aucun intérêt américain. Les intérêts américains consisteraient à entretenir de bonnes relations avec l'Iran. Les intérêts sionistes, eux, poussent les États-Unis à affronter l'Iran. C'est aussi simple que cela. Il n'y a absolument aucune raison pour que les États-Unis soient hostiles envers l'Iran ou la Russie. Aucune raison logique. Mais c'est le lobby sioniste, le régime sioniste, qui veut exercer le contrôle. Souvenez-vous de ce que l'ambassadeur américain a dit au régime de Tel Aviv. Il a dit que s'il prenait toute la région, cela lui convenait. Et bien sûr, ils sont aussi la force armée la plus morale du monde.
Ainsi, ils peuvent prendre toute la région et simplement massacrer tout le monde. C'est la politique non officielle des États-Unis. C'est la politique de l'Occident, la politique non officielle. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais rien de tout cela n'est dans l'intérêt des États-Unis. L'ambassadeur américain auprès du régime israélien ne défend pas les intérêts des États-Unis. C'est un ennemi des États-Unis, un traître aux États-Unis, un atout du régime israélien. He's an asset for the Israeli regime.